Et nous allons y revenir tout de suite dans Punchline, notamment avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsahal, qui sera en liaison avec nous. Et nous en parlerons avec nos invités. Pour vous accompagner ce soir, Muriel Ouaknin Melki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, vous êtes notamment l'avocate de l'un des otages actuellement dans la bande de Gaza. À vos côtés, Gabriel Cluzel, journaliste. Bonsoir Gabriel. Véronique Jacquier est également avec nous. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Louis Dragnel, journaliste politique, nous accompagne. Bonsoir mon cher Louis. Et François Pupponi, ancien député, nous accompagne également. Je vous le disais donc à la une, ce soir, nous n'évoquerons malheureusement plus le nom de Orion Hernandez Radu. Ce franco-mexicain, lui aussi, était otage donc dans la bande de Gaza. Il fait en effet partie des 3 corps découverts par l'armée israélienne. Orion Hernandez, Michel Nissenbaum et Hanan Yablonka ont été enlevés le 7 octobre dernier. Alors, qui était-il? On voit le portrait signé Audrey Berthaud. Nous en parlons ensuite. Les corps de 3 nouveaux otages ont été découverts par l'armée israélienne. Parmi eux, Orion Hernandez Radu, un des derniers otages français retenus dans la bande de Gaza. Ce père de famille de 32 ans assistait au festival de musique Nova lorsque les terroristes ont attaqué. Il était avec Shanilou, qu'une germano-israélienne retrouvée morte la semaine dernière. Début janvier, la mère d'Orion s'exprimait. Elle n'avait plus aucun signe de vie de son fils depuis 3 mois. Le temps passe et là, dernièrement, effectivement, mon anxiété, elle s'est amplifiée. Je vais de moins en moins bien. L'un des autres corps identifiés est celui de Hanan Yablonka, un Israélien de 42 ans. Fan de sport et de musique, Hanan a également été enlevé lors du festival de musique. Divorcé et père de 2 enfants, sa sœur Avivit est engagée pour la libération des otages depuis le 7 octobre. Il y a quelques mois, elle partageait un message d'espoir. C'est très émouvant de savoir que je préserve l'histoire de mon frère, qu'il ne sera pas oublié, parce que je ne sais pas quand nous le reverrons. Enfin, le corps de Michel Nissenbaum, un Israélo-brésilien de 59 ans, a été retrouvé. Il était parti chercher sa petite fille lorsque les terroristes l'ont capturé. Sa nièce appelle à l'aide depuis des mois. 121 personnes sont toujours aux mains du Hamas à ce jour. Et pour revenir sur cette tragique nouvelle, nous sommes en liaison avec le porte-parole de l'armée israélienne, le colonel Olivier Rafovitch, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être dans un premier temps, dans quelles conditions le corps des otages ont été découverts? Bonsoir et merci de m'inviter dans votre émission ce soir. C'est une opération spéciale de Tsahal avec le Shin Bet sur un renseignement extrêmement précis qui nous a permis d'aller trouver l'endroit où étaient cachés les corps des 3 otages qui avaient été en fait assassinés dès le 7 octobre et ramenés à Gaza, dans la région de Djebalia, dans le nord de la bande de Gaza, pour être utilisés comme monnaie d'échange. Aucune nouvelle de ces 3 personnes jusque malheureusement à la triste nouvelle. Nos forces ont été présentes dans une région extrêmement compliquée avec des forces du Hamas qui étaient aux alentours et qui protégeaient cet endroit entre autres. Et encore une fois, après avoir trouvé les 3 corps de 3 personnes, ils ont été rapatriés en Israël, ont été vérifiés à l'Institut médico-légal, puis évidemment les nouvelles ont été transmises aux familles. À l'heure où nous parlons, si vous me permettez, il y a 125 otages, toujours aux mains du Hamas. Une partie malheureusement sont morts. Ceux qui sont morts, pour ceux que nous savons exactement la situation, les familles ont été informées. Et 131 personnes jusqu'à aujourd'hui ont été libérées depuis le 7 octobre. Nous sommes dans un film d'horreur. Je voudrais quand même le dire, un film d'horreur signé production Hamas, qui continue à cacher la situation des otages. Les familles sont dans une douleur intenable. Tout un État et des pays qui ont des citoyens comme en France de nationalité française, entre autres, ne savent pas ce qui se passe. Et le Hamas joue avec les familles, joue avec les sentiments. Et c'est un film d'horreur dans lequel nous faisons tout, et nous allons tout faire pour aller chercher les otages et les ramener en Israël. Pour ceux qui sont morts, leur donner une sépulture digne de ce nom.
et pour les autres, évidemment, qu'ils puissent rejoindre leur famille. Mais le Hamas est un... Cette question, ils étaient entre les mains de qui, ces otages? Qui étaient les derniers ravisseurs? Est-ce que vous avez des éléments? Le Hamas est du début à la fin responsable et a été responsable du kidnapping et de la cache dans lesquels étaient les 3 otages. Est-ce que l'autopsie des corps a pu révéler des informations? Est-ce qu'on en sait plus sur la date de leur mort ou pas? Ce que nous pouvons aujourd'hui dire presque à 100%, c'est qu'ils ont été assassinés le 7 octobre dans la région de Nova. Michel Nussenbaum, le grand-père, était lui de Sderot. Il est parti chercher sa petite fille. Il a été également tué. Puis le corps a été donc, je le dis, kidnappé dans la région de Mefalsim, ce qu'on appelle l'intersection de Mefalsim, pas très loin de Sderot. Et puis ensuite amené à Gaza. Comme il y a une semaine, les corps étaient cachés profondément dans des sortes de tunnels, sous des appartements, sous des maisons. Il y a une véritable structure du kidnapping organisé. Je rappelle que le 7 octobre, c'est 250 personnes qui ont été kidnappées, dont des corps, pour ensuite les utiliser comme monnaie d'échange. La Cour internationale de justice demande aujourd'hui à l'armée israélienne de stopper son offensive à Rafah, le jour même où vous découvrez 3 otages. Vous nous le rappeliez, encore 125 otages dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, où en sont les opérations militaires, justement? D'abord, si vous me permettez, je ne veux pas du tout commenter la décision de la Cour de justice. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que cette guerre a été imposée à Israël par le Hamas le 7 octobre, par le pire des massacres commis contre des Israéliens, des citoyens juifs, non juifs. Il y a eu des Thaïlandais, des travailleurs étrangers, des musulmans qui ont été assassinés, brûlés vifs, violés, des hommes et des femmes d'ailleurs, des gens qui ont été décapités par le Hamas. Cette guerre est une guerre légitime. Comme n'importe quel pays aurait fait la guerre lorsqu'on est attaqué, envahi. À l'échelle de la France, c'est presque 10 000 personnes qui auraient été assassinées en une journée. Si je pouvais comparer en chiffres ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passerait, ce que j'espère pas évidemment, dans un pays comme la France. Cette guerre, elle est obligatoire pour Israël et nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire le démantèlement, l'élimination du Hamas et le retour des otages. Ce qui se passe aujourd'hui, de manière générale, je ne voudrais pas encore entrer du tout dans la décision de la Cour de justice, c'est qu'il y a une espèce de perversion, une espèce d'inversion d'une situation qui est une situation dramatique, sans précédent. Aucun pays ne pourrait accepter d'avoir autant de morts, de viols, de brûlés sans réagir. Comment se fait-il, je pose la question, qu'aujourd'hui Israël est celui qu'on accuse alors que c'est le Hamas et ceux qui les soutiennent, c'est-à-dire l'Iran entre autres et d'autres pays qui sont responsables de ce massacre. Et encore une fois, les Gazaouis, croyez-moi, préféraient être dans une bande de Gaza sans le Hamas. Et quelque part, cette guerre que nous menons aujourd'hui contre le Hamas est une guerre que nous menons également pour les Palestiniens à Gaza. Aucun Palestinien dans le monde voudrait vivre avec le Hamas, sauf s'il est menacé de mort, comme c'est le cas aujourd'hui depuis maintenant presque 20 ans. Colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce soir. Muriel Ouaknin-Melki, vous êtes avocate, vous êtes l'une des avocates de l'un des otages restants, Ouad Yahalomi. Vous êtes également présidente de l'organisation juive européenne. Effectivement, la question se pose. Pourquoi la pression elle n'est pas mise aujourd'hui à l'international sur les terroristes du Hamas? En tout cas, après cette information donc, qui est terrible, quel est votre état d'esprit ce soir? L'incompréhension et une profonde tristesse. Encore une fois, je n'ai pas les mots pour dire à quel point cette situation est dramatique. Depuis le 7 octobre, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar que nous vivons tous, mais en étant réveillés. Un cauchemar qui ne s'arrête donc pas, qui est en continu depuis 7 mois et qu'à chaque fois que l'un des corps est retrouvé sans vie, c'est un deuil qui se réactive. C'est comme si, en fait, depuis le 7 octobre, nous étions dans un deuil permanent. Un deuil permanent pour les personnes qui sont parties dans des conditions particulièrement atroces et pour toutes celles pour qui nous espérons. Et lorsque, comme ce matin, nos espoirs s'arrêtent, c'est très difficile, c'est très très dur. Et il y a cette incompréhension également par rapport à ce sentiment d'isolement d'Israël.
qui est d'une injustice profonde et qui vient réactiver en fait la notion de deuil, de souffrance que nous avons depuis le 7 octobre, ce sentiment d'abandon de la communauté internationale, alors que face à ce qui s'est passé, l'ensemble des pays auraient dû se lever d'un seul homme, comme un seul homme, et auraient dû se mettre aux côtés d'Israël pour combattre le Hamas. Le Hamas, c'est un groupe terroriste qui nuit à l'humanité tout entière. Je le redis, ce n'est pas qu'Israël qui est visé, ce sont toutes les démocraties. C'est le monde en entier qui est visé par un groupe comme le Hamas. C'est un groupe terroriste, encore une fois. Peut-être pour conclure, Louis de Ragnel, un dernier mot. La France reste plus que jamais engagée pour la libération de tous les otages. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans un tweet ce matin. La diplomatie française, mon cher Louis, elle est toujours à pied d'œuvre aujourd'hui pour la libération des otages. On sait qu'il y a le patron de la CIA qui est à Paris actuellement. Des ministres également, des ministres arabes à l'Élysée pour des négociations. Qu'est-ce qu'on en sait à cette heure ? Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, parce que ça fait partie de ces réunions dont on connaît souvent l'issue à l'occasion d'un communiqué de presse, ou en tout cas une fois que la réunion s'est terminée. Mais je voulais simplement rebondir sur ce que vous avez dit et sur ce qu'a dit le colonel Rafovitch tout à l'heure. Je trouve que là, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que Israël a le droit de se défendre quand le pays est attaqué ? Et quel autre pays au monde accepterait de ne pas se défendre s'il était attaqué ? Je rappelle simplement... Rappelez-vous ce qu'ont fait François Pupponi, septembre, les États-Unis... Tout le monde trouvait ça normal. Hein. Il n'y a aucun problème. Nous, on s'est défendu après les attentats et on a fait des frappes. Je me souviens à Raqqa, à Mossoul. Moi, j'ai aucun état d'âme par rapport à ça. Ça ne me gêne pas. Et on a bombardé, on a envoyé des missiles Scalp, des énormes missiles qui font 800 kilos qu'on a envoyés. On a fait des frappes en profondeur. Et donc, moi, je trouve que Israël, évidemment, a le droit de se défendre. Mais le problème, c'est que vous vous battez avec vos petits bras contre les Nations Unies, contre les cours de justice internationale et contre beaucoup de pays du monde. C'est vrai que c'est l'antisémitisme. C'est vrai que cette inversion contre l'antisémitisme qui frappe dans le monde entier. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, à la une de l'actualité également, la situation en Nouvelle-Calédonie. Situation toujours inquiétante sur place. Nous le verrons. Restez avec nous sur CNews et Europe 1. Une très courte pause. À tout de suite.